Salut mes samouraïs, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2025 en vous souhaitant tout d'abord de la santé, du bonheur, le reste si ça vient tant mieux, sinon tant pis. Le plus important c'est d'être en bonne santé, le reste vient avec. Alors pour commencer cette nouvelle année 2025, je vais répondre à beaucoup d'entre vous qui m'ont souvent demandé: Sidou, est-ce que tu peux me donner des leçons? Est-ce que tu peux m'apprendre? Aujourd'hui, je vais vous montrer en vidéo, en plusieurs vidéos. Donc, je vais faire une série de vidéos pour vous montrer comment je pratique, quelle est ma philosophie aussi de combat et le plus important aussi, des petites techniques vraiment personnelles, des petites astuces pour éviter de se blesser et aussi des techniques pour être plus efficace. Donc il va y avoir des vidéos, vraiment on va rester sur la pratique pure, et il y a des vidéos dans lesquelles je vais vous donner des petites astuces pour vous améliorer, pour éviter d'être frustré quand vous n'arrivez pas par exemple à faire une coupe, ce genre de choses. Donc on va essayer de faire ça petit à petit. Je ne sais pas encore combien de vidéos je vais faire, mais en tout cas on va essayer de synthétiser au maximum pour que ce soit le plus digestible possible pour vous, pour éviter de faire des vidéos de plus d'une heure. Donc voilà, on va essayer de rester vraiment le plus simple possible. Donc je parle principalement à des débutants, donc des gens qui ne connaissent pas l'art du sabre, comme je peux aussi, pour ceux qui me regardent, qui sont déjà expérimentés, qui ont déjà plusieurs années de pratique de l'art du sabre. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant pour vous de découvrir un peu ma façon de faire, mon univers, parce qu'on parle beaucoup d'autres arts martiaux, mais c'est vrai que le Yaijutsu, en règle générale, est très peu mis en avant. Il y a très peu de gens qui vont mettre en avant leur art, leur savoir-faire. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu en vidéo. Donc j'espère que tous ceux qui souhaitent apprendre seront contents de découvrir ces vidéos. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner. Donc qu'est-ce que le Yaijutsu? Donc le Yaijutsu est un art martial japonais et traditionnel. Donc voilà, c'est un art quand même assez ancien, qui remonte à 1300. Donc le Yaijutsu, c'est l'art de dégainer rapidement et efficacement. Donc c'est vraiment dans la pratique du combat, dans un duel par exemple, ou ce genre de choses. Donc on cherche vraiment l'efficacité et la rapidité. Donc c'est vraiment l'art de porter un coup rapide et décisif, donc qui va arrêter le combat le plus rapidement. Donc voilà, vraiment le Yaijutsu, c'est vraiment l'art de dégainer et de trancher en un seul geste, donc pour être le plus fluide et le plus rapide lors d'un combat. Donc voilà, ça met l'accent bien sûr sur la rapidité, la précision et l'efficacité du mouvement. Donc là, on ne va pas forcément rechercher la beauté du geste, on ne va pas chercher le côté vraiment technique. Là, on va vraiment être dans l'efficacité pure. Donc on cherche vraiment à être le plus décisif possible. Donc le Yaijutsu est avant tout offensif, mais il est aussi défensif. C'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de contre-attaques. Donc il y a le côté défensif et offensif en même temps, comme ça peut être juste défensif. Mais dans ce cas-là, si on va défendre, on va chercher à fuir derrière, vu que, imaginons, on ne veut pas se battre, par exemple. Donc on va juste chercher à contrer, par exemple, et après à essayer de prendre le plus rapidement de la distance et partir. Donc voilà. Donc c'est un art qui est jumelé, on va dire, qui est assimilé au Bato Jutsu. Donc le Bato Jutsu, si on devrait le traduire, c'est littéralement en japonais, c'est l'art de dégainer. Ok. Maintenant, le Bato Jutsu, ça veut aussi également dire, d'une manière non littérale, ça veut dire les techniques de coupe. Ok. Donc en fait, le Bato Jutsu est vraiment la base. Donc il faut savoir que au Japon, il y a plein d'arts du sabre, mais en fait, ils sont tous reliés. C'est comme si vous prenez un arbre et il y a plusieurs branches. Donc on va dire le tronc, c'est le Bujutsu,
le Kenjutsu, et après il y a plein de branches différentes, mais qui se ramènent toujours à la base, donc l'art du sabre. Donc voilà, le Bato Jutsu va être un peu plus complet, c'est-à-dire qu'il va prendre plus de techniques de Kenjutsu par exemple, alors que le Yaijutsu va beaucoup plus être fixé à vraiment un objectif, c'est le dégainage, vraiment. Donc voilà. Le Yaijutsu, en japonais, si je devais le traduire littéralement, donc Yaijutsu, donc Jutsu c'est technique en japonais, je pense que vous connaissez bien avec Naruto, etc. Donc le Yai, c'est s'adapter à son ennemi. Donc en fonction de lui, nous, en tant que pratiquants de Yaijutsu, on va s'adapter à l'ennemi. Donc si lui va être sur la défensive, on va attaquer, tout en sachant, comme je vous l'ai dit, que le but c'est vraiment d'être décisif. Donc en une coupe, il faut être décisif, donc il faut être efficace et rapide. Donc c'est vraiment s'adapter, donc ça peut être juste de la contre-attaque et après pouvoir rattaquer derrière, ok. Comme ça peut être juste défensif, aller contrer, et si on ne veut pas se battre, aller et s'en aller. Ok. Donc vraiment le Yaijutsu, c'est vraiment l'art de s'adapter à son ennemi en fonction de la situation, en fonction de ses mouvements, de sa personnalité. Donc moi par exemple, comme vous voyez dans les vidéos, je ne bouge pas beaucoup, mais dans le Yaijutsu, il y a beaucoup aussi la notion de mouvement. Donc de se rapprocher de son ennemi ou de reculer, comme d'aller à gauche ou à droite, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment, on cherche la rapidité, l'efficacité et aussi la fluidité du geste. Pourquoi la fluidité? Parce que le mouvement doit être, pour être efficace, en fait, dans l'art du sabre, pour qu'un mouvement soit efficace, il doit être fluide. Il ne doit pas être saccadé. Comme j'en vois beaucoup qui font, quand ils dégainent, ils font comme ça, et dès qu'ils arrivent à la pointe, ils font non, là c'est pas bon. Déjà d'une, c'est beaucoup moins rapide, et c'est pas dans la fluidité du mouvement. Donc ce n'est pas bon. Euh, quand vous faites de l'art du sabre, et notamment du Yaijutsu, vous devez beaucoup penser à un peintre. Ou par exemple, au Japon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de la calligraphie. Donc il faut savoir qu'au Japon, les combattants, les guerriers, les samouraïs, les bushi, souvent s'entraînaient avec un pinceau pour faire de la calligraphie parce que ça les aidait dans le mouvement de l'art du sabre. Donc à s'entraîner à avoir un geste fluide, donc avec le poignet, avec l'avant-bras et le bras, d'être le plus souple possible et le plus précis possible. Donc c'est pour ça que vous devez toujours vous rappeler de cette image dans votre tête, que en fait vous avez un pinceau dans les mains et vous essayez de faire un trait le plus droit possible, le plus beau. Ok. Même si c'est pas le but définitif, vu qu'on cherche l'efficacité, mais sans la fluidité du mouvement, vous n'allez pas faire une belle coupe et vous ne serez pas rapide. Parce que le but c'est d'être rapide, et donc sans fluidité, on n'a pas cette rapidité. Bref, on doit être rapide, on doit couler comme l'eau. Donc voilà ce qu'est le Yaijutsu. Donc c'est vraiment l'art de s'adapter à un ennemi en toute situation. Donc en règle générale, le Yaijutsu, c'est plus dans des situations civiles. Donc c'est plus avec des guerriers qui ne sont pas en armure, même si ça peut aussi être utilisé avec des soldats en armure. Mais principalement, les samouraïs, en règle générale, n'étaient pas en armure. C'était que sur le champ de bataille, donc c'était vraiment occasionnel. Mais en règle générale, dans la vie civile, etc., le Yaijutsu prenait toute sa place parce que là, c'était plus simple d'aller attaquer un ennemi, il y avait plus de possibilités. Donc le Yaijutsu aussi, c'est les attaques surprises. Donc comme je vous l'ai dit, ça coule de source avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est qu'on cherche la rapidité du mouvement. Donc pourquoi des attaques surprises? Parce que souvent quand tu es face à un ennemi, tu vas pas lui dire hey, salut, je suis ton ennemi, ça te dirait qu'on se batte. On cherche vraiment l'efficacité et de pouvoir passer à autre chose, que ce soit pour fuir ou pour avancer sur un autre ennemi. Donc si moi j'ai un ennemi en face de moi, je vais être comme ça, il va pas se, si vous voulez, il va pas se rendre compte que je suis une menace.
Dès du moment où j'ai les mains le long du corps comme ceci, vous voyez, le samouraï en face ne va pas se dire, lui c'est une menace. Si j'ai la main ici, déjà d'une, c'est un peu plus menaçant. Donc, les pratiquants de Yaijutsu, en règle générale, vont vraiment être très décontractés, arriver le plus possible près de son adversaire à portée de katana ou de sabre, et en un seul mouvement, vous voyez, on va aller dégainer. Donc comme ceci, en un seul mouvement, on va aller chercher vraiment à dégainer et à couper l'adversaire dans une coupe qui va être efficace. Donc on va aller chercher vraiment les points vitaux, etc. pour mettre en incapacité l'adversaire. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'attaque surprise dans le Yaijutsu qu'il n'y a pas forcément dans d'autres arts martiaux. Donc là, on n'est plus sur des combats, on va dire, traditionnels, etc. Là, on est plus sur un art qui pourrait s'apparenter à des arts un peu ninja ou d'assassin, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher l'honneur dans le combat. Non, là, on va chercher l'efficacité. Donc, on est là vraiment pour neutraliser l'adversaire. Donc, vraiment, le but là, ça va être d'être rapide, efficace. Et même si l'adversaire n'est pas au courant qu'on va l'attaquer, donc c'est vraiment surpris dans le sens où il ne sait pas que moi je suis un adversaire et une menace pour lui. Le but c'est vraiment de vaincre à tout prix et donc d'aller à la surprise, donc d'attaquer un petit peu, on va dire comme aujourd'hui, un peu en traître, sans prévenir. Mais dans la guerre, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de règles. C'est pas comme dans les films où souvent, voilà, c'est très codifié, etc. En réalité, dans la rue ou dans les combats à l'époque, il y avait vraiment très peu de règles et tout était bon pour être le vainqueur. Donc voilà. Donc voilà, c'est une notion très importante du Yaijutsu. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment aller chercher l'efficacité et la rapidité, la fluidité. Donc c'est vraiment des trucs dans lesquels il va falloir vraiment vous entraîner le plus possible. Il y a aussi la notion de contrôle du corps et de l'esprit, parce qu'il faut savoir que on va beaucoup travailler sur les réflexes en fait au Yaijutsu. Donc le but c'est vraiment d'acquérir de l'expérience à couper par exemple, comme vous me voyez faire dans les vidéos, pour avoir les automatismes. Donc vous voyez là je regarde la caméra. Et vous voyez tout de suite mes mains à ça où aller sans problème et j'ai pas besoin en fait d'aller regarder ce que font mes mains sur l'Atsuka comme sur le Saya. Vous voyez? Donc là comme ça et automatiquement en fait j'ai les bons automatismes pour pouvoir aller couper derrière. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment important et c'est vraiment un art martial qui va vraiment vous donner avec l'expérience de la confiance en soi, du contrôle de soi-même et cette synergie entre le corps et l'esprit en fait. Donc vraiment c'est vraiment très important et ça peut même vous servir en dehors du Yaijutsu, que ce soit dans la boxe ou dans le MMA ou ce genre de choses, parce que ça va vraiment vous donner des automatismes pour pouvoir réagir à un adversaire, que ce soit en autodéfense, par exemple, si on se fait attaquer dans la rue, et que lui va essayer de nous mettre une droite, essayer d'esquiver le plus possible pour être le plus efficace et partir si on doit partir, par exemple. Donc vraiment, le but, c'est vraiment d'être efficace, décisif, pour après partir ou pour avancer dans l'objectif dans lequel on s'est fixé. Donc voilà, c'est vraiment un art très complet en règle générale. Alors, moi dans mes vidéos, vous me voyez souvent faire une coupe. Alors oui, l'idéal en fait du Yaijutsu, c'est vraiment de neutraliser son adversaire en une coupe. C'est vraiment l'objectif à atteindre, c'est le goal. Mais par contre, dans le Yaijutsu, si on n'arrive pas à couper en une seule fois, donc si je rate ma première coupe comme ceci, et que mon adversaire a réussi à esquiver ou m'a bloqué, je ne vais pas remettre mon arme dans le saya. Ça serait stupide, vous imaginez bien, parce que lui va me rattaquer tout de suite après. Donc si moi j'ai raté celle-là, je reviens tout de suite pour le rattaquer une deuxième fois. Ok? Donc ça peut être une deuxième fois, ça peut être une troisième fois. Le but c'est d'être le plus rapide et le plus efficace. Donc forcément, le mieux c'est une coupe. Maintenant, si on n'a pas réussi en une coupe,
On va chercher en 2 coupes ou 3 coupes. Alors on m'a beaucoup dit aussi en commentaire, alors Sidou-sama, je comprends pas, est-ce que ton image est inversée ou pas, mais tu portes le katana du mauvais côté. Alors là c'est un wakizashi, mais oui, je porte le katana et le wakizashi du mauvais côté. Pour plusieurs raisons. Donc la première chose c'est que je suis gaucher. Donc mon arme va être forcément à l'inverse de la main gauche, donc va être du côté droit. Il y a des gens qui vont me dire, des pseudo pratiquants d'arts martiaux, qui vont me dire, et ça on me l'a dit même au Japon. Donc il y a des gens qui vont me dire, ah non mais tu portes ton katana du mauvais côté. Au Japon comme ailleurs, on porte le katana à gauche et on l'utilise avec la main droite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire du Japon et c'est bien aussi de rappeler certaines choses. Alors au Japon, il n'a jamais eu de règle d'aller porter le katana à gauche et de l'utiliser avec la main droite. Jusqu'à la période Edo, c'était plus ou moins libre. C'est-à-dire que à cette époque-là, il n'y avait pas de question de se dire ah ben ça serait peut-être bien si tout le monde portait le katana à gauche pour l'utiliser la main droite. Non. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt ni d'utilité, je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, je vais vous montrer ça et donc vous allez voir un petit peu pourquoi à l'époque d'Edo ils ont décidé de généraliser ça et de faire en sorte que tout le monde, notamment principalement les samouraïs, portent leur arme donc à gauche. Donc on va voir ça maintenant tout de suite. C'est parti. Donc voilà, là je vais vous montrer donc en pratique pourquoi ils ont décidé que tout le monde allait porter son arme à gauche et non pas à droite. Donc c'est juste pour des raisons pratiques. Ça n'a rien à voir du tout avec le militaire, c'est vraiment pour la vie civile, pour éviter tout conflit entre samouraïs ou entre clans, pour éviter qu'il y ait des combats, qu'il y ait des morts, etc. Donc c'était vraiment pour créer de la paix civile. Donc à l'époque d'Edo, c'est Ieyasu Tokugawa qui est vraiment, on va dire, un des plus grands seigneurs qui a pu exister au Japon, qui a réussi à unifier tout le Japon et donc qui a mis un terme aux guerres civiles. Donc aux guerres qu'il y avait entre plusieurs seigneurs, etc. à l'époque avec Oda, Nobunaga, etc. Donc voilà. Donc il a créé certaines règles justement dans tout le Japon pour éviter justement qu'il y ait des conflits du quotidien entre samouraïs ou de gens qui étaient civils mais qui avaient la possibilité aussi de porter des armes, qui étaient très rares mais il y en avait aussi. Mais voilà, donc on va vous montrer comme ça un petit peu les raisons et les côtés pratiques de cette loi de porter l'arme à gauche. Donc imaginons, je suis samouraï, je croise un samouraï qui se trouve dans l'autre sens et qui est armé d'un katana, tout comme moi. Et donc on va se croiser. Donc voilà la situation, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir là déjà, nos deux armes ne sont pas en contact, comme là par exemple. Donc là si on se croise là nos armes peuvent être en contact. Vous voyez? Donc j'espère que vous pouvez voir. Donc ce qui n'est pas le cas au Japon. Comme je vous l'ai dit, au Japon, donc moi je suis sur mon chemin, je marche à gauche sur la route. Cette personne-là va marcher de sa gauche à elle. Donc qui fait que les armes ne sont jamais confrontées face à face. Elles sont toujours à l'opposé de l'autre. Comme vous pouvez voir là, vous voyez. Donc qui évite le plus possible à que les armes rentrent en contact. Parce que si les armes rentrent en contact, c'est un gros manque de respect. Comme je vous l'ai dit, l'arme du samouraï, le katana, est vraiment l'âme du guerrier, l'âme du samouraï. Donc c'est vraiment son... Comment dire, on va dire c'est un petit peu sa raison de vivre. Hein. Sans katana, le samouraï n'est rien. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est vraiment un gros manque de respect que quelqu'un touche son katana, que ce soit avec la main ou avec une autre arme, encore pire. Donc clairement, c'était le genre de choses à totalement éviter.
Donc comme vous pouvez voir là dans la situation, moi je marche. En règle générale, les samouraïs n'avaient pas forcément les mains tout le temps libres. Ils mettaient souvent une main sur le katana, principalement parce que ils avaient peur que quelqu'un puisse prendre son arme, surtout dans un environnement où ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas s'il y avait des ennemis ou pas. Donc en règle générale, ils avaient tout le temps une main dessus, ou vraiment très proche de l'arme, pour tout le temps la sécuriser. Donc ça pouvait être au niveau ici du saga, comme de l'Atsuka, comme ceci, comme ceci. Donc voilà. Donc imaginons, moi j'ai mon arme ici, et comme vous pouvez voir là, il n'y a aucun problème. On va se mettre dans une autre configuration où imaginons, donc remets-toi ici s'il te plaît. Donc imaginons moi, par exemple, je veux rentrer dans ce restaurant qui se trouve juste devant vous là. Donc je vais avancer et la personne là va avancer et vous allez voir que même s'il y a contact, il n'y aura pas contact entre mon katana et son katana. Donc c'est parti, je vous montre ça. Et là, hop, je tourne. Et comme vous pouvez voir là, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais toucher la cuisse du samouraï. Donc ça va créer peut-être un petit problème, mais ça sera moins grave que si j'ai touché son katana. Vous voyez? Donc même dans cette situation-là, ça reste tout à fait gérable et on a juste à s'excuser. Un petit sumimasen, je suis désolé. Hop, vous voyez? Là, je vais la toucher, je vais toucher même sa main. Donc ça reste quand même un manque de respect, hein, parce qu'il faut tout le temps faire attention. Après là, on est vraiment dans une situation, on est dans une ruelle, alors que les rues au Japon, elles sont quand même assez, même à l'époque d'Edo, elles restent assez larges, elles font plus de 5 mètres, 6 mètres de long. Donc il y a largement la place en fait, si vous voulez, si moi je suis à gauche et la personne et l'autre samouraï à sa gauche, même en faisant comme ça, il n'y a aucune chance qu'on se touche. Ok? Mais là on fait vraiment, on va dire, vu qu'on est dans un endroit exigu, on va dire, imaginons qu'on est dans une ruelle japonaise, qui sont, on va dire, de cette largeur-là. Donc là vraiment, il faut vraiment faire attention, mais ça arrive presque jamais en fait, là, cette situation que je vous montre là. Mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu que le but là, c'est vraiment d'éviter les chocs entre deux armes. Voilà. Donc voilà, je le refais. Hop. Là, je veux rentrer dans un restaurant ou dans un salon de thé. Et comme vous pouvez voir, là, je vais toucher. Donc, ça reste quand même un petit manque de respect, hein, de ne pas faire attention à l'autre et de le toucher avec une arme. Mais c'est toujours moins grave que d'aller toucher son arme à lui. Maintenant, je vais vous montrer si moi je mets mon arme, si je mets mon arme à droite. Vous voyez qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Mais si la personne, elle, donc là, comme vous pouvez le voir, apporte son arme à gauche, moi je porte mon arme à droite, vu que je suis utilisateur de la main gauche. Donc dans ce cas-là, il y a plus de chances que je le touche déjà. Vous voyez? J'ai beaucoup plus de chances de toucher quelqu'un dans la configuration où moi j'ai mon arme à droite. Maintenant, si cette personne-là porte aussi son arme à gauche, donc mets ton katana à gauche. Donc voilà la raison principale, c'est que comme je vous l'ai dit, si tout le monde la porte à gauche, vu qu'on marche à gauche au Japon, on est tout le temps à l'inverse de l'autre. Donc l'arme est tout le temps à l'inverse de l'autre. Maintenant, ce qui pouvait arriver avant la période Edo, c'est que c'était beaucoup plus confus et qu'il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire que chacun pouvait faire un petit peu selon son envie, comme il avait envie. Donc là, si on porte tous les deux à droite, vous allez voir que là tout de suite ça change les choses. Et que là, on va tout droit vers un conflit. Donc un conflit qui peut aller à la mort. Donc on y va. Donc là, comme vous pouvez voir, là on s'est touché. On va le refaire. Donc là, comme vous pouvez entendre, on vient de se toucher avec les katanas. Et donc là, direct, ça pouvait partir
en dégainage de sabre et en duel. Souvent des duels qui n'étaient pas organisés. Donc là, c'est vraiment à la sauvage, hein. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer en pratique la raison principale pourquoi à l'époque ils ont décidé que tout le monde devait porter son arme à gauche, donc de l'utiliser de la main droite. Donc je reviens à tous ceux qui font des commentaires et qui disent par exemple Sidou Sama, tu portes l'arme du mauvais côté. Vous avez raison, mais des centaines d'années trop tard, c'est-à-dire à la période d'Edo, c'était le cas. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment d'intérêt, même si aujourd'hui, bien sûr, la majorité, les 99% des Japonais vont continuer à avoir cette tradition de porter l'arme à gauche et de l'utiliser de la main droite, mais ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, vu que on ne se balade plus avec un katana dans la rue. Vous comprenez? Et avant la période Edo, ce n'était pas le cas, donc cette loi n'était pas généralisée à tout le Japon. Donc si vous voulez, on pouvait trouver des samouraïs qui portaient l'arme à droite, et donc ils l'utilisaient de la main gauche. Donc voilà, c'est comme je vous disais, aujourd'hui par exemple, ça serait vraiment un non-sens de demander à un footballeur par exemple qui est gaucher de frapper du pied droit. Pareil pour la main, pour je sais pas, un tireur sportif ou un écrivain, un peintre. On va pas lui demander d'écrire de sa main faible alors qu'il maîtrise totalement son stylo ou son pinceau de la main, de sa main forte. Alors je vais vous parler un petit peu de ma philosophie de combat. Elle n'est pas très compliquée, c'est simple, comme je viens de le dire, simplicité, efficacité. Ok. Ça ne sert à rien de faire des mouvements qui ne servent à rien, de perdre du temps à faire des... C'est comme dans des films où les mecs ils font des saltos, des acrobaties, des backflips, des triple axel, carpé retourné. C'est de la merde, c'est de la connerie, ça sert à rien. C'est gentiment de la flûte. Donc, simplicité, efficacité. C'est pour ça que j'aime autant le Yaijutsu, c'est que c'est des pratiques où on cherche avant tout la simplicité, l'efficacité, avant d'aller dans des trucs où on va chercher le beau geste, on va chercher un truc cinématographique, machin, bidule chouette, ching, chang, 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 machin, bidule chouette. Non. Là, on va chercher vraiment l'efficacité du mouvement, la pureté du mouvement, la fluidité du mouvement. Donc, le Yaijutsu, on pourrait le comparer à de la peinture, c'est-à-dire vraiment, on va chercher la fluidité du geste. Vous voyez? On cherche la fluidité, vraiment. On ne cherche pas la force. En fait, la force vient avec le mouvement, mais c'est pas ce qui va, c'est pas ce qui va engendrer le mouvement. On est avant tout dans la finesse, on est avant tout dans la sensibilité du mouvement. On n'est pas du tout dans de la force, non, pas du tout. Au contraire, on doit plus être en paix qu'autre chose. Le but des arts martiaux japonais, avant tout, c'est de trouver la paix intérieure, la paix du corps et de l'esprit. Donc ça, il faut bien le comprendre. On n'est pas là pour se faire du mal, ou on n'est pas là pour haïr, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'une philosophie très importante au Japon, qui est la voie du milieu dans le bouddhisme. Donc qu'est-ce que la voie du milieu? La voie du milieu, c'est ce qui a aidé Siddhartha. Donc Siddhartha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bouddha, à aller jusqu'à l'illumination. Donc il faut savoir que la voie du milieu, c'est pas seulement une voie, c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre, une façon de penser. Donc principalement dans la voie du milieu, on va essayer de chercher l'équilibre en toute chose. Donc que ce soit dans sa vie à soi, que ce soit de ce qui nous entoure, essayer de trouver un équilibre. C'est-à-dire, en termes de sentiments, on va essayer tout le temps d'être le plus équilibré possible. Et de ne pas être trop dans la passion, par exemple, ne pas être trop dans la dépression, dans la tristesse. Essayer de trouver justement ce juste milieu entre la joie et la tristesse. Donc la voie du milieu, c'est ça, c'est ne pas faire pencher la balance trop d'un côté parce que c'est pas bon. Pareil, par exemple, pour l'alimentation, pour plein de choses, par exemple pour la nourriture. Vous le savez aujourd'hui, mais manger trop gras, c'est pas bon. Vous allez tomber malade.
Mangez trop sucré, vous allez tomber malade. Donc la voie du milieu, en fait, ça, c'est trouver le bon équilibre. Pour moi, j'appelle ça la balance. Ok, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, mais la balance est très important pour un guerrier, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre, le juste milieu, pour ne pas être sous l'emprise de ses sentiments. Parce que les sentiments vous tueront. Dans un combat, si tu es énervé, si tu as la haine contre ton ennemi, tu risques de mourir. Parce que quand on est en colère, quand on a la haine, eh ben on fait des erreurs. Je pense que vous le savez tous, vous l'avez tous appris par expérience. Quand on est en colère, quand on a la haine contre quelqu'un ou contre quelque chose, on va faire des bêtises. Et souvent après, on va le regretter. Parce souvent on dit quoi? On dit non, mais j'étais pas moi-même. Ok, vous comprenez? Donc en fait, on est comme possédé par sa colère, on est possédé par sa haine. Comme des fois, des gens qui sont totalement amoureux, béats. Ah non, mais je me suis pas rendu compte à quel point je me suis fait prendre pour un con ou prise pour une conne. Parce qu'on est tellement amoureux qu'on voit plus la réalité en fait. On voit plus les problèmes, on voit plus les défauts. On voit juste la personne qui est là et on se dit waouh, c'est elle. Et en fait, on se rend pas compte et on se trompe et on perd du temps et au final, on est triste et on déprime et voilà. Et il y en a qui vont encore plus loin et qui finissent en hôpital psychiatrique ou qui finissent SDF. Donc la voie du milieu est vraiment primordiale dans l'art du combat. C'est vraiment important d'avoir cette philosophie, même si des fois c'est compliqué, la vie c'est pas facile, c'est pas simple. Mais il faut vraiment essayer de garder ça en tête, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit votre vie professionnelle, dans tout, dans les plaisirs. Donc peu importe vos plaisirs, peu importe ce que vous aimez. Ça peut être, quand je dis les plaisirs, c'est large. Hein. Ça peut être les plaisirs de la chair, ça peut être la bouffe, ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues, ce genre de choses. Tout le temps, pensez à la voie du milieu. Ne jamais être dans l'excès. Être le plus possible dans la modération. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas votre papa ni quoi que ce soit. Mais c'est important de ne pas s'enfoncer dans quelque chose comme ça, tête baissée, et de se dire bah, c'est comme ça et pas autrement, je ne peux pas m'en sortir. Non. Essayez de vous prendre en main, essayez de comprendre que effectivement vous avez un problème, qu'il faut essayer d'être dans la modération, essayer de comprendre que il faut essayer de tempérer tout ça, que vous en avez peut-être pas besoin, et c'est sûr même que vous n'en avez pas besoin, mais vous êtes créé un besoin et donc peut-être que vous êtes déprimé, vous avez besoin de prendre quelque chose ou de boire, etc. Je le comprends, je suis déjà passé par là, mais c'est pas pour autant qu'il faut se complaindre dans cette situation ad vitam aeternam. Donc que ça dure 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, au bout d'un moment, les gars, il faut se réveiller, il faut se mettre des gifles, il faut se dire non là, il faut sortir de ça. Et donc surtout, la sagesse. Donc la sagesse, ça s'acquiert avec l'expérience, donc avec l'âge, mais même très jeune, vous pouvez acquérir de la sagesse. Et donc avant tout, la sagesse, c'est quoi? C'est aussi l'ouverture sur le monde, c'est comprendre la réalité dans laquelle vous vous trouvez, vous comprendre vous-même, donc essayez de vous parler avec vous-même, essayez de comprendre un peu qui vous êtes, ce que vous voulez, et où vous voulez aller dans la vie, etc. Ce genre de choses, c'est vraiment très important pour être en paix avec soi. Et donc pour revenir au combat, la voie du milieu est très intéressante parce que comme je vous l'ai dit, le but du combattant ultime, c'est d'être en paix. Il n'y a que comme ça que vous serez les meilleurs. Être en paix. Que ce soit dans votre esprit, dans votre corps. Déjà, l'esprit et le corps doivent faire qu'un. Parce que sinon, vous ne pouvez pas être efficace. Vous comprenez? Si vous êtes trop énervé, si vous êtes trop énervé, vous allez faire des erreurs. Donc le but, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre la colère et la paix. Entre la paix et la guerre. Ok? De trouver le bon équilibre. Il n'y a que comme ça que vous pourrez devenir vraiment très bon. Et ça, c'est pas que dans mon domaine, c'est dans tous les domaines. Dans tous les arts martiaux, dans votre travail, dans votre vie affective, dans n'importe
quelle situation que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie, c'est des choses qui vont vraiment être très très utiles. Donc, je veux pas faire le guide spirituel, etc. C'est pas du tout le cas, mais c'est, selon moi, un des aspects des arts martiaux n'explique pas assez. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer un peu ce qu'est l'art du milieu, mais c'est beaucoup plus vaste et j'invite tous ceux qui sont intéressés, à qui ça parle, de vraiment se renseigner là-dessus. Et c'est pas, je ne suis pas bouddhiste, hein, okay. Il faut comprendre qu'il y a du bon partout dans la vie. Quand vous aurez compris ça, vous allez prendre en sagesse justement. La sagesse, c'est avant tout l'ouverture, d'être ouvert sur les autres, d'être ouvert sur les autres religions, d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert aux différences des autres. Et être ouvert ne veut pas dire forcément accepter, mais c'est tolérer. C'est-à-dire, je tolère, je comprends, mais ça ne veut pas dire que moi je vais le vivre, ça ne veut pas dire que moi je vais le faire. Mais je peux totalement avoir un ami qui vit différemment de moi, mais ce n'est pas pour autant que je vais vivre comme lui. Mais au moins d'essayer de comprendre et d'apprendre sa façon de penser, sa façon de vivre. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que moi, par exemple, au Japon, j'adore ma vie ici au Japon parce qu'ils vivent totalement différemment de ce que moi j'ai pu vivre en France. Donc c'est pour ça que la tolérance, c'est le premier pas vers la sagesse. Et donc c'est vraiment très intéressant, comme je vous l'ai dit, d'être le plus ouvert possible sur les arts martiaux en termes de philosophie. Qui est vraiment très important pour l'art du sabre, notamment pour le Yaijutsu. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez intégrer dans vos têtes. Vous prenez par exemple le yin et le yang. Okay, vous voyez tous la forme circulaire. Je vais peut-être vous mettre une image là du yin et du yang. Qu'est-ce qu'on voit dans le noir? Donc du côté obscur, le négatif, on voit du blanc. Qu'est-ce qu'on voit dans le blanc? On voit du noir. Ok? Moi, je vais vous donner ma philosophie par rapport à tout ça. Elle est simple et c'est pas compliqué. La force, c'est le noir. La faiblesse, c'est le blanc. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans les arts martiaux, c'est que la force, c'est la faiblesse. Ok. Et la faiblesse, c'est la force. Je vous demande de méditer là-dessus et pour ceux qui pratiquent, ils comprendront ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est dur à expliquer comme ça, assez simplement. Mais pour donner un exemple, c'est que dans le Yaijutsu, être musclé, donc avoir des gros muscles et tout, ça ne sert à rien. Donc dans l'art du sabre, en général, ça ne sert à rien. Okay. Alors, j'aimerais donner un exemple, par exemple, dans One Piece, on a Zoro, donc il veut devenir le meilleur sabreur du monde. Et souvent, ce qu'il fait pour s'entraîner, c'est qu'il va faire de la musculation. Mais souvent, si vous regardez bien, il ne fait pas de la musculation bête et méchante. Enfin, il prend une barre avec des poids qu'il met au bout et il l'utilise comme s'il utilisait un katana. Alors, ce genre d'exercice, oui, ça peut être intéressant à faire. Ça peut vous aider. Mais clairement, la musculation en soi ne vous sera d'aucune utilité. Ok? Aucune. Ça peut vous aider si vous avez un manque de puissance pour le maniement du katana, par exemple. Notamment dans ma pratique à moi, c'est-à-dire on n'utilise qu'une seule main. Parce que comme vous le savez, voilà, j'utilise qu'une main. Moi, pour utiliser mon wakizashi ou mon katana. Donc forcément, il faut que j'ai la puissance nécessaire pour la manier. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. C'est plus comme une danse. Vous voyez? Parce qu'en fait, il n'y a pas que le corps qui va bouger, il y a aussi le reste du corps. Il y a les hanches, il y a les pieds. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez, la puissance n'est pas forcément importante. Au contraire, elle va plutôt desservir qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je dis la force, c'est la faiblesse. Et la faiblesse, c'est la force. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a plus besoin en réalité de faiblesse que de force. Parce que le but, c'est vraiment la fluidité.
c'est vraiment l'harmonie du geste. Et pour ça, on n'a pas besoin en fait d'énormément de force. Vous comprenez? Donc, être trop dans la force, en fait, vous allez ou soit rater le mouvement, ou soit l'angle ne sera pas bon, ou soit vous blesser. Dans tous les cas, ça sera négatif. Ok? Il faut vraiment avoir un geste le plus fluide possible, le plus pur possible, le plus... Comme on tient un pinceau. Vous voyez, comme vous... on ne tient pas un pinceau comme ça. Et on fait comme ça. Hein. Comme si on allait taper quelqu'un ou quelque chose. Non. Un pinceau, on le tient comme ça par deux doigts. Et on est comme ça. Vous voyez? On cherche quelque chose vraiment de fluide et d'harmonieux, de souple. On ne cherche pas quelque chose de dur et de rigide. Ok? On cherche vraiment quelque chose de souple. C'est pour ça que je parlais de peinture tout à l'heure. En vous expliquant que ce qu'on veut, c'est de la fluidité dans le geste. Vous voyez? On cherche de la fluidité. Ouais. On ne cherche pas quelque chose de rigide et de dur. Le mouvement, il doit être, vous voyez, il doit être totalement fluide. Il ne doit pas être, il doit pas être rigide. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est de comprendre que la force n'est pas nécessaire. Ok? Ça va vous desservir plutôt qu'autre chose. Et même si vous êtes musclé, vous êtes puissant, n'y mettez pas de puissance parce que ça ne sert à rien. Ok? Vous risquez plus de détruire, d'abîmer votre arme, ou de vous blesser, ou de rater ce que vous voulez faire. Mais ça ne va pas être nécessaire pour l'art du sabre. Pour soulever des poids, faire pousser de la fonte, oui. Parce que là, on est sur de la puissance pure. Mais sinon, pour le reste, ça ne sert à rien. Et dans les sports de combat, la musculation, en règle générale, ne sert à rien. Ça peut être un complément pour certaines choses, bien ciblé. Mais sinon, en règle générale, est-ce que vous avez vu un bodybuilder devenir champion du MMA là, ou du UFC ou de n'importe quel autre sport de combat? Par exemple, je vous donne un exemple concret. J'ai fait des années de boxe thaï. Est-ce que vous avez déjà vu un champion du monde de boxe thaï super musclé? Non, non. Alors il y en a qui sont vraiment très bien dessinés, mais ça reste très, très fin comparé à d'autres athlètes, vous voyez? Parce que c'est pas nécessaire, parce que ça ne sert à rien. Et à partir d'un certain niveau de masse musculaire, en fait, ça dessert plus qu'autre chose. Parce que la masse, bah, c'est du poids en plus, donc forcément, tu as moins d'endurance, tu consommes plus d'oxygène, tes muscles ils vont pomper plus de sang, etc. Donc il y a plein de choses qui font que, même au niveau du geste, il y a plein de gestes que les bodybuilders ils peuvent pas faire. Tu vas demander à un bodybuilder super gonflé de se mettre la main ici, il pourra pas le faire. Ouais. Enfin, je dis un truc tout con, mais en réalité c'est ça. Donc voilà. Donc que ce soit les femmes, les personnes qui sont pas très musclées, voire pas du tout, etc. Vous pouvez totalement faire du jiu-jitsu, voire d'autres arts martiaux. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était très important que je voulais souligner. C'est vraiment le fait d'éviter de rester dans des clichés un peu stupides, un peu bateaux de oui, comme dans des films ou dans des machins, les mecs, parce qu'il faut être super baraqué pour pouvoir faire certaines choses. Non, c'est pas vrai du tout. Ok? Donc voilà. Je tenais à souligner ça. Alors mes samouraïs, j'ai regardé un petit peu YouTube et les analytiques, et il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que 98% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc il n'y a que 2% d'abonnés qui regardent les vidéos. Donc si vous voulez me soutenir, si vous aimez mes vidéos, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour vous c'est un clic, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Dans le sens où un abonnement en plus, pour moi c'est vraiment énorme et ça m'encourage pour mon travail futur, ou ça m'encourage juste à continuer ce que je fais. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à vous abonner.
Ça m'encourage beaucoup dans mon travail et ça m'aide aussi à développer la chaîne. Pour les samouraïs fidèles qui me suivent depuis le départ, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble. Donc, comme vous le savez, moi, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Donc, pour ceux qui souhaitent me soutenir et m'encourager, vous avez mon site internet samouraï-shop.com. Donc, vous pouvez retrouver tout un tas de produits japonais, notamment des figurines japonaises, donc liées aux animés comme One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball Z. Vous pouvez également retrouver des yaito, donc ce genre de produits, donc des yaito japonais, ok, à des prix très intéressants. Donc il y a des katanas, il y a des wakizashi. Et vous pouvez retrouver aussi bien sûr des kimonos. Et surtout si vous souhaitez vraiment me soutenir, si vous souhaitez vraiment m'encourager, n'hésitez pas. Faut savoir que depuis que j'ai commencé cette chaîne, pour moi, créer des vidéos et tout, c'est vraiment une passion. J'aime beaucoup ça. Malheureusement, je n'ai pas le matériel pour pouvoir, par exemple, faire des montages de qualité ou pour pouvoir vous livrer des vidéos toutes les semaines, par exemple. Parce que pour moi, un montage, ça met énormément de temps. Parce que l'ordinateur que j'ai à disposition est vraiment très lent, il est très peu puissant. Et pour que je fasse un montage, c'est vraiment très compliqué, ça met énormément de temps. Donc voilà, donc je perds énormément de temps en fait, si vous voulez, dans le montage d'une vidéo. Alors que pour moi, filmer, etc., c'est vraiment un plaisir. Et j'aime partager justement ma passion, partager un peu ce que je découvre, ma vie au Japon, etc. J'aimerais un peu plus développer un peu par la suite. Donc voilà, surtout si vous voulez me soutenir, vous avez une seule chose à faire. Allez sur samouraï-shop.com. Donc la leçon numéro 1, comme vous l'avez pu voir, je parle beaucoup. Mais c'était vraiment important pour moi de vous mettre en avant un petit peu ma philosophie de combat, répondre à une question principalement sur pourquoi je porte mon arme du mauvais côté et aussi vous expliquer ce qu'était le Yaijutsu. Donc pour la leçon numéro 2, là je vais vraiment rentrer dans les détails, donc vraiment dans la pratique. Donc on va vraiment mettre les deux pieds dedans et on ne va plus en sortir. Donc vraiment comment acquérir des automatismes, les bons automatismes, comment placer ses mains, comment dégainer. Donc vraiment plein de choses pour vous aider à commencer dans le Yaijutsu. Pour ceux qui ont déjà commencé et qui ont des années de pratique, bah ça va peut-être vous donner d'autres façons de vous entraîner ou d'autres façons de couper. Dans tous les cas, ça va être intéressant. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc pour nous, on se dit à très vite pour la leçon numéro 2. À plus tard mes samouraïs.